finalement, par rapport à cet écosystème, et si on revient à notre objectif d'essayer de trouver pour nos directions métiers des insights, de la valeur, faire des croisements pour pouvoir alimenter en fait la réflexion à la fois stratégique et opérationnelle, on a besoin finalement de pouvoir évidemment collecter des données, les traiter, mais surtout d'avoir une plateforme qui permet de faire ça, et de le faire de façon efficace, à la fois à grande échelle, c'est-à-dire qu'elle soit opérable sur des très grands volumes de données avec des très grands volumes de traitement, et qui permettent de répondre à tous les besoins. Et pour en fait comprendre cet écosystème, il faut plonger un petit peu dans les différents composants qui sont à notre disposition dans Hadoop pour pouvoir les positionner et voir finalement ce qui manque. Et c'est l'objectif de ce petit chapitre. Donc finalement, Hadoop, c'est quoi? C'est un système de stockage de fichiers distribués qui repose sur du Community Hardware, donc qui s'appelle HDFS, dont le rôle est finalement de distribuer les morceaux de fichiers et de fournir une vue logique en fait, de fichiers massivement distribués et tolérant à la panne, redondant, etc. etc. Au-dessus de ça, on a un système de traitement parallèle qui réutilise l'infrastructure de stockage distribué qui s'appelle MapReduce. C'est à la fois un moteur d'exécution parallèle et un framework d'organisation de traitement parallèle extrêmement bien adapté en fait, à l'agrégation de données et qui est capable de traiter des problèmes de type embarrassing parallèle, c'est-à-dire qui se distribuent massivement un petit peu comme sur le grille. Et au-dessus de ça, on a, pour simplifier en fait l'accès à tout ça, un certain nombre d'outils de DSL, donc de langage spécialisé, qui permettent de faire de la transformation de données, comme Pig, un accès équivalent, quasiment équivalent, ou inspiré en tout cas, du SQL qui est Hive, et la plupart des outils de BI qui se connectent à Hadoop se connectent au travers d'un pont JDBC au-dessus de Hive, et puis un ensemble de sous-systèmes qui permet à différents langages, que ce soit du Java, mais aussi bien d'autres via Hadoop Streaming, d'accéder au cluster Hadoop et de lancer des traitements Hadoop. Et typiquement, c'est comme ça que va fonctionner un système comme R ou SAS. Il va finalement déployer dynamiquement du code sur le cluster MapReduce pour pouvoir s'exécuter directement à partir du langage R ou du langage SAS. À côté de ça, on a des outils qui nous permettent à la fois d'organiser des traitements et surtout de gérer l'intégration entre des systèmes du système d'information, comme les bases de données, comme Scoop, c'est le rôle de Scoop que de faire de l'import-export massif à partir de bases de données, et un ensemble d'autres frameworks qui permettent de faire de la récupération de flux et d'alimenter le cluster finalement en continu. Et à côté de ça, on a un certain nombre de librairies statistiques de machine learning, donc qui reprennent des algorithmes d'intelligence artificielle que l'on trouve classiquement dans les outils de data mining, mais dans une version massivement parallèle, qui est compatible MapReduce pour la plupart. Et au cœur de ça, on a un composant un petit peu particulier qui est HBase, qui est une base de données NoSQL qui repose sur un stockage HDFS et qui peut servir d'input au des traitements MapReduce tout en réutilisant l'infrastructure et d'offrir un accès temps réel, unitaire, à très haute performance sur les données. Et donc, ce qui permet de faire l'articulation entre un monde très transactionnel, très opérationnel, et puis un monde de l'exploration de données et de l'analyse. Alors, juste un petit mot pour illustrer finalement ce que fait du stockage distribué. Donc, l'idée du stockage distribué, c'est de décomposer la donnée ou les fichiers de données en plein de petits blocs qui peuvent être traités et manipulés en parallèle, donc ce qui permet justement de paralyser ces fameux I/O, et puis de les répliquer, ces différents blocs, pour pouvoir se prémunir en fait soit du manque de disponibilité d'un nœud lors de processing, ou carrément d'une panne soit logicielle, soit matérielle, et donc d'intégrer véritablement dans l'architecture la capacité à survivre à des crashs, même lorsqu'on lance des traitements, et que finalement les failures hardware et le logiciel soient complètement intégrés dans l'architecture et que le système puisse survivre à ça. Ensuite, le système de traitement parallèle, et donc le framework MapReduce, l'idée finalement c'est de traiter localement sur un datanode chaque morceau de la donnée et de fournir en fait une architecture parallèle en deux étapes qui permet de régler des problèmes d'agrégation de données. On travaille notamment sur les clés. À aucun moment, l'architecture Hadoop ne fait converger l'intégralité des données vers un unique composant. À chaque fois, tout est géré localement par échange. Et c'est le rôle de la phase de shuffle and sort, c'est de redistribuer une partie des clés vers les différents nœuds, et notamment le ou les nœuds de sortie qui vont faire les agrégations finales des résultats en fonction de la clé, et donc de pouvoir distribuer ça à la fois
parallèlement sur la première phase de map, qui est équivalent finalement à une grille, et en sortie sur la phase d'agrégation. Alors, évidemment, tout ça, c'est ce qu'on présente sur papier dans des slides. Il y a un certain nombre de mythes et des réalités qui s'appliquent à Hadoop aujourd'hui et qui font que se lancer dans un projet d'exploration de données est quelque chose qui est à la fois extrêmement vicieux, qui est ambitieux, et c'est ce qu'on cherche du résultat, et parfois un petit peu complexe. Et donc, finalement, il faut avoir à l'esprit un certain nombre de principes. Le premier principe, c'est que Hadoop, c'est à la fois un système de stockage distribué pour des grands volumes de données et un système d'agrégation et de traitement parallèle qui réutilise ce système de stockage. Mais aujourd'hui, Hadoop n'est pas un système complet capable de couvrir l'intégralité en fait, des axes de performance, ni l'intégralité des composants fonctionnels qui y sont associés. C'est essentiellement un système qui est fait pour faire du traitement de masse sur les données et qui ne fait pas, en dehors du composant HBase, d'accès unitaire à l'information. Donc si on veut accéder à une information de détail, il faut qu'on ait un composant dans notre architecture qui soit capable de supporter l'accès détail à la donnée. C'est pas un système qui est aujourd'hui dit temps réel, mais c'est plutôt un système de batch à la demande qui protège en fait les utilisateurs sur le fait de pouvoir exécuter des jobs concurrents sur cette immense grille, cette immense ressource, pour pouvoir finalement donner l'opportunité à tout le monde d'exécuter son traitement, et donc avec des techniques d'organisation des traitements qui font que ce n'est pas un système totalement temps réel, et on va voir quand finalement dans le cadre de la présentation de graphe que Hadoop évolue également sur cet axe-là, mais aujourd'hui dans les versions disponibles c'est pas encore ça. Hadoop n'a pas d'outil de data visualisation véritablement de ces données. On peut accéder aux données évidemment, mais on n'a pas la possibilité finalement d'analyser graphiquement l'information. Et ça c'est un point qui est extrêmement important parce que quand on fait de la recherche de données, on ne met pas en œuvre uniquement des algorithmes statistiques, on utilise énormément la data visualisation pour pouvoir prendre des décisions à la fois sur la qualification statistique des données, les orientations, et donc finalement la data visualisation dans une approche big data n'est pas simplement le fruit ou le résultat de tout un travail, c'est pas la partie restitution, c'est une partie qui sert également énormément à la recherche. Et c'est fondamental en fait d'avoir des outils qui soient à la fois adaptés à la data exploration et puis à la restitution du résultat final, qui permettent finalement d'égayer le résultat et de convaincre des utilisateurs et des gens du métier de la qualité de ce qu'on peut faire et de l'insight qui peut être apporté. Ensuite, en matière de librairie de traitement statistique et de text mining, on a un certain nombre d'outils qui est à notre disposition qui finalement est un portage des algorithmes de machine learning et de statistiques traditionnelles en version MapReduce et en version parallèle. Aujourd'hui, on n'a pas l'historique de 10 ou 15 ans d'un R ou d'un SAS sur l'ensemble de la bibliothèque disponible. On a les principaux, mais il va nous manquer toujours quelque chose, et donc finalement il faut qu'on arrive à fiabiliser et à accélérer le temps qui est nécessaire pour pouvoir faire la mise au point de ces traitements de data mining, pour pouvoir aller plus vite et se concentrer d'abord sur la donnée, la production de résultats, plutôt que sur la composante technique et de développement. Et donc finalement, Hadoop en fait se situe à l'intérieur d'un pulse de composants qu'il va falloir assembler et qui va nous permettre finalement de pouvoir offrir une solution qui est utilisable et packageable. Alors, en fait, pour pouvoir construire ce pulse, il n'existe pas un pulse, il en existe plusieurs, et il faut se poser la question de savoir quelle est la finalité de ce pulse. La première figure de morphologie d'architecture Big Data qu'on retient et qui sert complètement la logique exploratoire, c'est le fameux Data Lab, donc cet environnement qui est généralement à la marge des systèmes d'information traditionnels et qui permet finalement à des utilisateurs avancés, des statisticiens, des gens qui font de la veille stratégique, de pouvoir
expérimenter des choses en marge du système d'information traditionnel, pouvoir découvrir des choses, croiser des choses, etc. etc. Et donc finalement c'est la mise en œuvre à plus grande échelle de ce qu'on trouve classiquement autour d'un data warehouse et des outils de data mining, et donc d'offrir une capacité de traitement massivement parallèle à ces équipes de data miners pour pouvoir aller plus loin dans leur recherche et dans leur travail statistique. La deuxième morphologie, finalement, c'est une morphologie qui est, on va dire, plus proche de la classe industrielle des systèmes d'information, dont l'objectif est de réduire finalement le coût moyen de stockage et de processing, donc en créant quelque chose d'hybride entre les data warehouse appliance, ou pas appliance d'ailleurs, traditionnels, et Hadoop, Hadoop comme étant une extension de l'entrepôt traditionnel, dont les coûts de stockage et de traitement sont beaucoup plus bas. On a aujourd'hui des rapports entre 40 à 60 fois les coûts traditionnels avec des systèmes de type Hadoop, et donc de pouvoir bénéficier d'une équation économique qui soit intéressante, tout en gardant en fait la connectivité à l'extérieur, au reste du système d'information, au travers de ces entrepôts, et de constituer une solution qui soit à la fois capable de traiter plus historique, avec un coût moyen qui soit beaucoup plus bas. Et donc l'idée, c'est finalement de mettre la donnée la plus critique et la plus fraîche dans le data warehouse ou l'appliance, et la donnée avec un historique un peu plus long, ou qui est accédé avec un SLA différent dans un système Hadoop. Et donc finalement, c'est plutôt que d'essayer de tout mettre dans le système le plus critique avec le meilleur SLA, c'est d'avoir deux SLA et qui soient adaptés en fait à la qualité et à la criticité de la donnée. Et donc finalement, là, on est dans un monde sans analyse visuelle, sans processing statistique. On est plutôt dans un monde de transfert d'informations, de contrôle enrichissement, de distribution, de synchronisation entre bases de données et cluster Hadoop. Le troisième est finalement la rationalisation de toutes les chaînes interapplicatives entre des back-office, des systèmes comptables, des systèmes de risque, tous ces sous-systèmes qui font finalement du contrôle enrichissement, de l'appareillage de flux qui sont relativement complexes à gérer, ou qui peuvent passer par des ETL qui finalement ne font qu'acheminer de la donnée et la transformer entre les formats. Et l'une des idées qui est extrêmement intéressante et qui est développée par un certain nombre d'acteurs en France, mais aussi à l'étranger, est finalement de se dire pourquoi est-ce qu'on fait circuler la donnée entre nos applicatifs à chaque fois, alors qu'on pourrait faire circuler le code entre l'endroit où est stockée la donnée. Et donc finalement d'inverser le paradigme de transport de l'information entre les différents programmes pour essayer d'optimiser à la fois les temps de traitement et surtout pouvoir gagner en parallélisme. Et donc l'idée, c'est d'utiliser Hadoop non pas comme un outil d'analyse de données, du stockage de données, mais comme étant un outil de, on va dire, non pas de transfert de données, puisque la donnée ne transfère plus, mais de transfert de code vers un système de stockage, et de pouvoir bénéficier en fait de traitements parallèles pour pouvoir faire de l'appareillage, de l'agrégation, du contrôle d'enrichissement de ces différentes données, et surtout virtualiser l'infrastructure qui est en dessous pour pouvoir en fait équilibrer les coûts entre tous ces sous-systèmes qui manipulent, enrichissent et traitent de la donnée. Ensuite, l'une des autres morphologies d'architecture, c'est finalement d'essayer d'utiliser Hadoop pour offrir en fait une grille de calcul de seconde génération. L'idée en fait des grilles de calcul traditionnelles, donc basées sur des CPU, la multiplication des CPU pour pouvoir traiter des problèmes tels que la valorisation de portefeuille financier ou des calculs par simulation statistique, c'est de pouvoir en fait offrir une double chose. À la fois une puissance de calcul, par contre il va falloir étendre la puissance de calcul d'Hadoop, puisque Hadoop repose sur une grille de stockage pour pouvoir faire le calcul distribué, donc il va falloir lui adjoindre plus de puissance de traitement parallèle. Donc il y a un certain nombre d'initiatives autour d'un couplage entre Hadoop et des cartes GPU, c'est-à-dire équiper les nœuds de cartes GPU qui coûtent entre 2000 et 3000 euros pour pouvoir avoir 700 à 800 processeurs de calcul supplémentaires, et donc de multiplier de façon colossale la capacité de traitement parallèle des nœuds, ou de coupler finalement des grilles traditionnelles avec de l'Hadoop. Et finalement, ça c'est ce qui est fait traditionnellement, ce qui peut être refait traditionnellement, et c'est surtout d'offrir en fait une capacité d'agrégation et de collecte des résultats des grilles de calcul
qui n'existent pas ou très peu sur les grilles de calcul traditionnelles et qui sont souvent une très grande douleur. Parce que l'un des principes du calcul parallèle, c'est que quasiment tous les calculs parallèles finissent en même temps et donc produisent leurs données en même temps. Et donc finalement l'agrégation des résultats de toute la grille de calcul en fait, est extrêmement consommateur de temps et prend presque plus de temps que le calcul lui-même. Et donc le fait de ne plus faire transiter la donnée vers un point d'agrégation unique, mais de pouvoir laisser les données sur la grille et de pouvoir y accéder uniquement à la demande est un point extrêmement intéressant. Et ensuite, on a une dernière classe d'architecture qui est la classe, on va dire, alors c'est le pendant de la version DataLab, mais quand on est en prod, c'est-à-dire en mode run plutôt, c'est-à-dire quand votre site internet doit faire des recommandations online, quand votre système de supervision, d'optimisation en temps réel de votre infrastructure industrielle doit prendre des décisions ou activer des décisions, il doit pouvoir le faire en temps réel, et soit à la fois apprendre en temps réel, soit prendre carrément la décision ou prédire la décision en temps réel. Et donc là, ça nécessite évidemment une très forte capacité à supporter des événements par seconde et des transactions par seconde. Et rappelez-vous l'espèce de diagramme ou de diamant qu'on vous a présenté deux slides plus haut. Il va falloir justement réussir à faire pivoter sur l'architecture Hadoop également pour pouvoir supporter de très fortes transactions par seconde et événements par seconde. Alors, pour pouvoir essayer de matérialiser ça, en fait, Hadoop c'est pas une stack où finalement tout suit un process extrêmement industriel. On va collecter des données d'un système opérationnel, d'un système vers un ODS, un data warehouse, des data mart, et puis on restitue, etc., etc. En fait, c'est un système qui est beaucoup plus vivant que ça, de par le côté exploratoire et expérimental qu'on souvent on donne aux données. Et en fait, on a différents chemins de circulation de l'information qu'il va falloir prévoir. Et donc finalement, compléter le puzzle et designer une solution d'architecture Big Data, c'est essayer de comprendre les morphologies de ces schémas d'interaction entre des données pour pouvoir y répondre au mieux. Alors, les chemins, évidemment, on a les chemins traditionnels, on va collecter des données des systèmes opérationnels, mais également des autres systèmes, et on va les stocker justement dans notre grille de calcul. Donc on a un premier, évidemment, chemin qui est le chargement massif de ces données. Ensuite, on a des chemins un chemin de données où on va chercher à transformer ces données pour pouvoir les mettre, soit les réunifier, les contrôler, les enrichir, ou les mettre dans des formats qui sont plus exploitables pour un statisticien, tout en faisant du nettoyage. Alors évidemment, c'est un chemin logique, les données ne transitent pas entre les systèmes, elles restent dans HDFS, c'est Pig qui lance des traitements MapReduce, qui modifie les données à HDFS, et Pig étant le composant qui va permettre de designer les interactions. À partir de données qu'on a transformées, on va peut-être les mettre à disposition dans des outils de data visualisation ou vers des applicatifs au travers de web services. Et là, on va avoir besoin finalement d'un composant qui soit temps réel, qui soit capable de faire des lectures et des accès à la donnée unitaire. Et donc finalement, il va falloir passer, non pas par HDFS, mais par un sous-système qui va permettre de faire de l'accès beaucoup plus rapide, que ça soit d'ailleurs en lecture, mais ça peut être aussi notre système qui nous donne des données en temps réel. Ce que fait typiquement un système online qui cherche à faire la recommandation de la classification automatique online. Il a besoin de pouvoir accéder aux données et prendre des décisions extrêmement rapidement. Donc on doit avoir un système pour pouvoir supporter ça. Ensuite, alors, ça y est, je dis. Donc la data visualisation qui doit servir aussi à des métiers pour pouvoir faire des tableaux de bord, du reporting, extraire de l'information et pouvoir la présenter pour pouvoir les inclure finalement dans des systèmes, dans des processus métiers. Les acteurs du data mining qui, eux, vont travailler sur la recherche de données et finalement vont besoin d'extraire des subsets de données pour pouvoir faire l'entraînement de leur modèle, la qualification des propriétés statistiques des données, les visualiser au travers des outils de data mining, leur appliquer des traitements statistiques pour normaliser les données et enrichir tout ça. Et puis évidemment, eux-mêmes génèrent leurs propres données, c'est-à-dire que les résultats des modèles qui sont entraînés génèrent des propres données qu'il va falloir réintégrer dans le système pour pouvoir finalement stacker et organiser les différentes couches d'analyse statistique des données.
Si on a besoin pour un traitement statistique ou un traitement d'analyse une énorme puissance de calcul, on va peut-être avoir besoin en fait, de composants beaucoup plus puissants que simplement le fait de paralléliser sur plusieurs serveurs. Il va falloir peut-être décomposer non pas en 50 ou 100 notre problème, mais peut-être en 10 000, en 50 000. Et là, on va avoir besoin d'une puissance de parallélisation qui est beaucoup plus forte. J'ai perdu. Voilà. Et ensuite, pour pouvoir être efficace, en fait, on va avoir évidemment besoin de se représenter la donnée qu'on extrait des systèmes d'information. C'est bien de la collecter, mais en fait, on a aussi besoin de sa structure et de ses schémas. Et c'est là où, en fait, des catalogues de données peuvent nous aider à interpréter plus vite la structure des données des systèmes collectés, de pouvoir finalement greffer cette vision de la structure directement dans Hadoop. Dans l'écosystème pour pouvoir soit la représenter, soit l'analyser et la transformer au travers de différents composants. Alors en fait, ce qui nous amène à différentes classes d'outils qui sont nécessaires évidemment pour pouvoir faire de la collecte, puisque j'ai pas trop abordé en fait le premier chapitre, mais dans la première couche, pardon. En fait, on a deux grandes catégories de types de collecte. On a des collectes en stock de données, donc on va collecter en fait des blocs de données qui vont venir remplacer ou s'ajouter à des données existantes, ou soit en stream, où là on va collecter en continu. Et donc finalement on a différentes technologies, différents niveaux d'offres qui permettent de faire ça. C'est très dépendant finalement de la vitesse ou de la performance dont on a besoin et de la criticité. Typiquement dans un data lab, où finalement on va collecter beaucoup de données, mais on cherche à minimiser le coût du data lab par rapport au caractère industriel. Donc on peut se contenter en fait d'un put natif HDFS ou d'un export avec un composant open source comme Scoop. Si on rentre dans des chaînes beaucoup plus industrielles, typiquement de mutualisation de traitement type ELT à l'intérieur d'un cluster Hadoop, on a besoin finalement de gagner en industrialisation et en productivité, et donc de s'orienter vers des composants qui permettent ça. On a exactement la même problématique sur la partie stream. En fait, on a différentes morphologies. Donc, finalement, à chaque fois, en fonction de la classe d'architecture, il va falloir se poser les questions de la morphologie du composant et du niveau de service qu'il va devoir donner. Sur la partie type BI et data mining, en fait, on a un certain nombre de points d'accès pour les outils traditionnels, sachant que Hadoop n'en propose pas. Le premier point d'accès finalement qui est commun à tout le monde, et quasiment tout le monde sait le faire, c'est finalement d'aller accéder à des données qui se trouvent dans l'HDFS, et donc de pouvoir récupérer des données qui sont dans le système. Ensuite, le deuxième point de niveau d'accès, et qui est un peu plus intéressant et qui distingue un certain nombre de composants, de solutions, c'est est-ce que le système BI ou Data Mining a la possibilité directement d'aller requêter la donnée en faisant des select ou by, des jointures, des filtrages, etc. Pour pouvoir extraire de la donnée ad hoc du cluster. Et le troisième niveau, qui est finalement le niveau le plus intéressant et qui, pour en tout cas les data miners, c'est est-ce que j'ai la capacité finalement à lancer des traitements directement à partir du code natif que j'écris, que ce soit en SAS ou en R, directement sur le cluster pour pouvoir finalement continuer à travailler et bénéficier non pas de la puissance de calcul de mon poste local ou de mon serveur de data mining, mais de l'intégralité du cluster sur le. Alors, en guise de première conclusion sur cette première partie introductive, en fait, le rôle de l'architecte dans cet écosystème, il est extrêmement important. Il est plus important que simplement choisir des solutions et identifier la pérennité, les assemblées, la compatibilité. Pourquoi? Parce que en fait, il n'existe pas une architecture Big Data, il en existe de nombreuses et qui peuvent être polymorphes. C'est-à-dire qu'au démarrage, on peut démarrer par un système qui est dédié à l'exploratoire, et puis chemin faisant, on arrive à trouver des choses intéressantes, et en fait, ces données-là, enfin les données qui ont été identifiées, et les algorithmes surtout qui ont été mis en place, en fait, il va falloir probablement les passer dans un mode de production, un mode run. Il va falloir servir des processus métiers, des applicatifs,
des sites web, des systèmes industriels. Et là, en fait, on se retrouve à une modification profonde, finalement, de l'architecture. On passe d'un monde du data lab à un monde du système de prise de décision online, avec des composants d'architecture qui sont nécessaires. L'outil, en fait, Hadoop, c'est un socle qui permet de faire énormément de choses, dont beaucoup de choses peuvent être configurées. Un petit peu comme un Linux, je ne sais pas si certains se rappellent de leur soirée à recompiler le noyau et à customiser tout ça. Ça se faisait beaucoup il y a une dizaine d'années, ça se fait encore un petit peu. En fait, on peut faire plein de choses avec. Et la question, c'est de savoir quel niveau de paramétrage on veut et comment est-ce qu'on veut, et quel niveau on veut y investir pour pouvoir en profiter. Et finalement, l'une des histoires que je retiens, c'est que Linux il y a 15 ans, 10 ans plutôt, ou 15 ans pardon, on se posait tous la question de savoir si Linux allait durer, s'il fallait l'utiliser, basculer, etc. Et aujourd'hui, ça a complètement envahi le paysage à la fois des entreprises sur le segment serveur, et ça s'est complètement rationalisé et adapté. Et finalement, on est en train de vivre un petit peu la même histoire avec Hadoop. Et donc, ce qui nécessite finalement d'éviter de faire de l'overclocking sur votre cluster Hadoop pour faire tout flamber. Il y a 2-3 tips et best practices d'architecture, surtout des pièges à éviter, que vont vous présenter Rémi dans la deuxième partie. Je voudrais prendre quelques minutes pour échanger avec vous. Déjà, essayer de voir si vous avez des questions, s'il y a des points d'interrogation. Une question? Alors, si vous l'avez, peut-être qu'elle va se former. L'idée, c'était de prévoir différents... Oui. Question très pointue, en fait. Vous avez dit pour l'accès data mining sur Hadoop, SAS, les bases et Ça s'exerce. pour les deux, oui, celui avec les bases seules, ça bouge bien. Non. Oui, je vais répéter la question pour la vidéo et pour tout le monde. La question, c'est donc une question pointue sur SAS. Savoir s'il faut les deux composants, donc base et access, pour pouvoir adapter un cluster Hadoop. En fait, il faut une version particulière de base et de SAS et d'access spécialement dédiée à Hadoop. Donc c'est un package particulier. Alors, pour R étant un écosystème, en fait, R étant un logiciel libre, un peu à l'image du C, en fait, il existe de nombreuses distributions et ça dépend des distributions. Alors qu'avec la version libre, il existe un module qui s'appelle RMR, qui permet de lancer des traitements R sur cluster Hadoop. Et ensuite, des distributions, notamment celle de RevoScale Analytics, permettent d'industrialiser un certain nombre de choses et d'avoir en fait une meilleure vision du cluster que simplement lancer des traitements. Alors, je vais passer la parole à Rémi et puis sur les pièges et les best practices en matière de cluster. Merci Julien. Ok, super. Bon, bonjour. Donc, je vais vous parler de 10 best practices. En fait, c'est pas une liste exhaustive, mais bon, il y en a déjà 10 pour pouvoir vous aider en fait à concevoir votre cluster. Donc, vous avez la liste ici. En fait, j'ai tourné sous la forme de piège parce que finalement, quand on fait pas gaffe, en fait, on tombe dedans et c'est comme ça qu'après, on se rend compte qu'il y a une bonne manière de faire les choses. Donc, la première, c'est les monstres de guerre. C'est les grosses machines bien costauds qu'on vous vend pour faire un cluster exploratoire. Et que finalement, après, quand vous mettez ça en place et que vous commencez à jouer avec MapReduce, à faire des traitements, vous vous rendez compte que vous n'avez pas assez vous ne pouvez pas paralléliser suffisamment. Vous avez un stockage énorme et vous ne pouvez pas paralléliser suffisamment, donc du coup, ça rame. C'est assez... Enfin, sans appel. On ne peut rien faire, en fait, à partir de là. Ce qu'il faut faire, c'est éviter d'avoir des machines trop grosses. Julien en parlait tout à l'heure, et c'est vraiment très important pour un cluster Hadoop. Privilégier des petites machines, privilégier des petits disques, dépassez pas les 2 Tera par disque.
c'est pas la peine. Vous allez gagner. En fait, si vous pouvez mettre plus de machines sur un rack, c'est plus intéressant pour vous que de mettre deux U sur un rack, en fait. Mettez plutôt des machines qui tiennent sur un U. Elles seront peut-être plus petites, mais au moins vous pourrez avoir plus de process MapReduce qui vont tourner en parallèle, et ça va vous permettre d'accélérer vos traitements, tout simplement. Parce que plus de process en parallèle, ça veut dire qu'il y en aura plus qui vont faire des petits morceaux de travail en même temps. Donc vos jobs vont se terminer plus tôt. C'est assez important. Ce que j'en retiens personnellement, le plus important, c'est cette notion de conteneur. Un bon moyen, en fait, c'est de se donner, de penser ça de manière assez verticale, dire bon, ok, j'ai un CPU physique sur une machine. Enfin, par CPU physique, je veux 4 Go de RAM. 4 à 8, en général c'est entre 4 et 8, vous pouvez prendre 6 si vous voulez à moitié, et j'ai un disque dur dédié d'un Tera et demi, 2 Tera, pas plus. Ça c'est, et après en fait, votre machine, la taille de votre machine, vous la dimensionnez en multipliant en fait cet axe-là, sans dépasser les 3 Tera par disque dur, ça va de soi. Sinon, vous tombez en fait dans le besoin d'avoir beaucoup de stockage, et pour l'exploratoire, c'est pas ça. On en parlera plus tard, mais c'est un autre besoin en fait. Le deuxième piège en fait, c'est la taille du réseau. Alors, on dit, allons mettre beaucoup de réseaux. Mettons du 10 gigabits, au moins on est tranquille. Il n'y aura pas de problème. Alors, en fait, c'est pas vraiment vrai, parce que y a un truc important, MapReduce, ça parallélise. Ça veut dire que tout se termine en même temps, si ça fonctionne bien. Enfin, ça dépend de votre job et de la manière dont vous configurez, on reviendra dessus après. Donc, tout se termine en même temps, et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a du trafic il y a bien de trafic sur le réseau, parce qu'il faut réagréger les données. Bon, c'est pas forcément un problème, ça ne veut pas dire que vous allez utiliser à 100% vos cartes réseau à ce moment-là. Par contre, il faut éviter d'avoir de la sursouscription en fait sur votre infra. Donc il faut s'assurer que les racks en haut, les switches des racks, ils ont suffisamment de débit pour jamais être saturés par rapport à toutes les machines qui sont en dessous, et donc vous faites l'addition de toutes vos cartes réseau, vous voyez si ça tient. Le truc, c'est quand on fait ça, à un moment donné, on va commencer à mettre beaucoup plus de réseaux sur ce qui va nous faire le transfert d'un rack à un autre, etc., etc. Plus vous remontez les couches, plus vous avez besoin de bande passante. Donc ça va coûter plus cher. Et encore une fois, vous n'allez pas atteindre les 10 gigas facilement. Donc en fait, il vaut mieux prendre des machines qui vont avoir une, voire 2 cartes réseau à 1 gig, et commencer comme ça, et surveillez le réseau, et vous voyez ce qui se passe. Et après, vous agissez en fonction d'eux, mais il y a très peu de chances que vous dépassiez les 1 ou 2 gigas seconde. Troisième piège, superviser. Je peux rester sur mes outils actuels. Oui, si vous faites juste pour de l'Ops, vous voulez juste l'activité disque dur, CPU, mémoire, ok. Maintenant, si vous voulez explorer comment fonctionne un cluster Hadoop, enfin faire vos travaux d'exploration et également prendre en main Hadoop, vous familiariser avec, que vos équipes se familiarisent avec, vaut mieux utiliser par exemple Ganglia qui est simplement inclus dans Hadoop, et qui va avoir un avantage assez important, c'est que vous allez avoir des métriques super fines sur tout ce qui se passe dans le cluster. Alors attention, Ganglia, c'est pas un outil, c'est pas Nagios, ça ne fait pas faire d'alerting, ça va pas faire le même type de supervision. Ça va vous remonter en fait plein de métriques dans une base RRD, et après libre à vous de le traiter comme vous voulez. Ce qui est intéressant, c'est que pour les développeurs, pour les personnes qui travaillent sur le cluster, ça va leur permettre de voir précisément qu'est-ce qui se passe au niveau d'HDFS, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur même d'un job, à l'intérieur de chaque démon qui tourne sur le cluster Hadoop. Et enfin, c'est des métriques internes de JVM en fait qui vont remonter, entre autres choses. Et ça aide bien à comprendre ce qui se passe quand il y a des problèmes, que ça rame, ou plein d'autres choses encore, mais qui sont c'est à peu près toujours la même chose. Au final, ça se met à ramer et on ne sait pas pourquoi, ça dépend juste à quel moment ça rame. Ça permet de vite comprendre ce qui se passe. Le quatrième piège, c'est le SCM. Alors, SSH, c'est vachement bien. On peut se connecter sur les machines, déployer sa conf, mettre à jour, c'est super. Sauf qu'en fait, un petit cluster, c'est du 10 nœuds à peu près. Donc vous avez 10 machines à traiter. Il y en a
disons qu'il y en a une ou deux, il y en a deux qui n'ont pas un rôle de data node de traitement, il y en a deux qui sont ce qu'on appelle des masters, donc elles vont superviser le fonctionnement du cluster. Enfin, ça fait quand même 10 machines. Si vous avez un changement de conf, il faut les répercuter sur les 10. Il y a certains changements que vous allez répercuter sur certaines, mais pas sur d'autres, parce que ça n'a pas forcément de sens. Ça devient rapidement compliqué. Sachant qu'on a... Ah bon, ça marche plus comme ça. Sachant qu'on a... en fait, il y a différents niveaux de conf, en plus, dans Hadoop. Vous allez prendre à partir de la base du Linux, la conf du Linux, vous allez configurer certains paramètres pour le kernel, vous allez configurer la manière dont vous allez faire vos partitions. Parfois, il peut y avoir des problèmes de disponibilité, enfin de place disponible sur vos partitions, donc il faut changer les partitions, enfin, de redimensionner ou faire des liens symboliques pour essayer d'aller récupérer de la place là où il y en a, ça peut arriver. Tout ça, il faut que ça reste cohérent sur tout le cluster. Et quand on est sur du SSH, c'est pas facile. Donc d'emblée, il faut impérativement utiliser un outil de SCM, que ce soit du Chef, du Puppet, que ce soit le Cloudera Manager par exemple, qui est bien pratique pour démarrer rapidement un cluster d'exploration. Parce qu'en fait, il enregistre tous les nœuds, on clique, on dit ce qu'on veut déployer, il déploie et puis on peut commencer à bosser. Pour l'industrialisation, on peut se reposer la question, mais c'est très très important de ne pas faire ça en SSH soi-même. Ensuite, il y a les logs. Alors, les logs dans Hadoop, il y en a beaucoup. Vous en avez sur chaque nœud. Et en fait, il y a à boire et à manger. Il faut comprendre qu'il y a des logs qui sont sur des nœuds qu'on appelle les nœuds qu'on appelle master. Ils sont importants. D'ailleurs, ces machines-là doivent être des machines haut de gamme, des machines des machines qui ne sont pas du commodity en fait, parce qu'elles sont super importantes. Si jamais vous perdez votre node manager, votre name node, vous perdez votre cluster. Si je schématise, mais c'est pas très très loin. Il faut sauvegarder en fait les métadonnées du cluster, sinon il y a un problème. Donc ces machines-là sont super importantes, mais il y en a deux. Il n'y en a pas beaucoup en fait. Le reste du cluster, c'est des machines, si vous perdez les données, c'est pas grave. De toute façon, elles vont mourir à un moment donné, elles sont là pour ça, donc on les remplace et puis on n'en parle plus. Donc c'est pas la peine de se prendre plus la tête que ça avec les logs. Vous allez rajouter de la charge sur votre réseau, vous allez peut-être avoir besoin d'un cluster de stockage à côté, parce que chaque job MapReduce, ça en génère quand même beaucoup. Un job qui va traiter 500, qui va mapper sur 500 machines par exemple, enfin, qui va avoir 500 jobs de mapper et puis, je sais pas moi, 40 de reducer par exemple. Vous pouvez faire au moins 500 fichiers de log, voire x2 si vous prenez également les logs sur STDR, et sans compter les réduceurs derrière. Pour en fait très très peu d'infos vraiment d'importance au-delà de la phase de développement. Je veux juste regarder qu'est-ce qui s'est passé pour mettre au point mon job. Donc c'est pas la peine. Il faut retenir que les machines master sont importantes. Pour les autres, il faut vraiment les considérer comme de la ressource remplaçable. Et voilà. Ensuite, conserver les paramètres mémoire par défaut. Là, vous êtes garanti d'avoir des problèmes d'exception Java, pas assez de mémoire pas assez de mémoire, ou choses comme ça. Il faut tuner, il faut personnaliser les paramètres, il faut les adapter un minimum pour que ça corresponde ne serait-ce déjà qu'à la morphologie de votre cluster, qu'au type de machine que vous avez. Au passage, ça veut dire quand vous avez un cluster Hadoop, je reviens rapidement sur la partie SCM, mais mettons vous commencez avec des machines qui ont 4 Go de RAM et 4 CPU, ouais, ça fait très peu, non 4 Go de RAM par CPU, oui voilà, et donc vous allez commencer à vous en servir un petit peu, puis à un moment donné vous allez acheter des machines différentes qui auront plus de CPU, qui vont peut-être avoir encore 4 Go, mais il y aura 6 CPU, donc globalement il y aura plus de CPU par machine, donc plus de capacité aussi en termes de parallélisation. Vous allez avoir deux configurations différentes à déployer. Une pour les anciennes machines, une pour les nouvelles. Simplement pour dire à Hadoop, bon ben voilà, sur ces machines-là, on parallélise plus que sur celles-là. Il ne sait pas se débrouiller tout seul pour deviner ça, il faut qu'on lui explique sur quelle machine il tourne et à quel niveau il peut paralléliser. La logique là derrière, c'est que si vous voulez vraiment charger vos machines et voir jusqu'où elles peuvent aller, vous pouvez les mettre dans le rouge et leur dire et les descendre vraiment aux limites pour qu'elles parallélisent de sorte que même les threads soient tous utilisés. Ça risque de ralentir, mais vous pouvez le faire. Et c'est important de garder ça à l'esprit. Ça justifie également le fait que, ce que je vous ai dit sur les SCM, quand vous avez plusieurs types de machines à traiter en même temps, il vaut mieux être capable de catégoriser les types de machines dans le parc
et, et mettre en face les configurations associées. Pour conserver également la configuration par défaut d'HDFS, c'est pas conseillé. Déjà, ne serait-ce que sur la taille de bloc. Julien parlait tout à l'heure de stockage de gros fichiers, N fois 64 mégas. En fait, HDFS, quand vous déposez un fichier, il va couper son fichier, en ce qu'ils appellent des blocs. Des blocs de 64 MB minimum. Et en fait, ça dépend de ce que vous allez demander à HDFS de faire et de la conf que vous allez mettre. Normalement, enfin, la recommandation aujourd'hui, c'est de monter cette valeur par défaut à minimum 128 mégas. Ça veut dire que vous devez agréger la donnée pour pousser 128 mégas quand même, au moins des multiples de 128 MB sur votre cluster, hein, pour que ce soit efficace, efficient. Et en fait, vous pouvez même la pousser au-delà. Ça va dépendre de pas mal de choses. Par exemple, si vous avez énormément de mémoire sur chacun de vos nœuds, vous pouvez vous permettre de monter la taille des blocs à quelque chose de beaucoup plus gros, 256 par exemple, voire 512. Ça va consommer plus de mémoire par job, mais d'un autre côté, si vous avez des processeurs puissants derrière et que vous voyez que vos jobs MapReduce, vos tâches de map, globalement, elles vont très très vite, finalement, si vous leur passez plus de données à traiter à chacune, elles vont bosser un peu plus longtemps et ça ne sera pas plus mal. Vous pouvez faire ça. Par contre, il y a un coût en mémoire. Et c'est souvent comme ça en fait dans Hadoop. Quand vous modifiez un paramètre, vous allez avoir des coûts qui vont être répercutés sur les différents axes. Que ce soit mémoire, I/O, CPU et réseau parfois. Donc là c'est pareil, hein, finalement, en fonction de la morphologie de votre cluster, en fonction des machines sur lesquelles c'est déployé, il faut se poser la question. Sachant qu'une conf HDFS, elle peut être c'est comme la conf MapReduce, il y a un certain nombre de paramètres. Les paramètres que vous mettez sont des paramètres par défaut et ils sont en fait, comment dirais-je, ils sont pas overrideables. Ouais, bon, si voilà. Vous pouvez les écraser par vos propres paramètres spécifiques quand vous faites le dépôt sur HDFS de la donnée ou quand vous lancez votre job MapReduce, vous voulez une conf différente pour la mémoire ou des choses comme ça, vous pouvez le faire. Bon, la conf justement par défaut de MapReduce. Alors, c'est pas optimisé pour un cluster. Quand vous avez plusieurs personnes, par exemple tout bête, hein, vous avez 5 personnes qui se servent du cluster en même temps, vous déployez vous utilisez Hadoop avec la conf par défaut de MapReduce, et bien, vous pouvez être certain qu'on va vous dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe, je lance un job, il faut que j'attende 3 plombes, j'ai l'impression de revenir 15 ans en arrière. Simplement parce que l'ordonnanceur par défaut de job de Hadoop, il s'appelle FIFO. FIFO, c'est premier arrivé, premier sorti. Donc, c'est pas adapté quand vous avez 5 personnes qui s'en servent. Donc il faut déployer d'autres schedulers. Il y en a 2 autres qui existent, qui peuvent être intéressants, qui sont le Capacity et le Fair Scheduler. Et ça demande un minimum de conf dans le cadre du Capacity. Et ça permet d'avoir d'avoir plusieurs utilisateurs en parallèle sur le cluster. Sinon, c'est l'un après l'autre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de capacité de calcul dispo. Je vous passe la partie mémoire de MapReduce qui est aussi sympa, parce que j'en ai parlé juste avant. De toute manière, ça dépend vraiment de vos machines. Ensuite, on a les formats de fichiers par défaut. Alors attention, par défaut, en fait, vous allez stocker des fichiers plats, non compressés, avec aucun format spécifique en fait. En fait, il y a plusieurs formats de stockage qui existent dans Hadoop. Je ne parle pas de la différence entre un point doc ou un point Excel, par exemple. Exemple, pas mais bon, ouais, vous avez compris. En fait, les fichiers, vous allez stocker des CSV, vous allez stocker du fichier brut, vous allez stocker peut-être des vidéos carrément, en différents formats, de la vie, du MP4, de je ne sais quoi. En fonction de ce que vous allez stocker et de l'utilisation que vous allez en avoir derrière, vous n'allez pas dire à HDFS stocke ce flux de données de la même manière. Il y a des formats de stockage en fait qui encapsulent les fichiers que vous allez déposer sur HDFS qui sont plus ou moins efficaces en fonction de ce que vous faites. Par exemple, si vous voulez faire du traitement du requêtage SQL derrière, il y a du Hive, il y a du Pig, les données que vous allez traiter, typiquement, vous allez avoir des colonnes. Vous allez avoir beaucoup de colonnes, des colonnes et des lignes, hein, vous pouvez stocker un CSV. Enfin, stocker un CSV et faire... on ne stocke pas des CSV dans nos bases de données actuelles. Les stockages sont optimisés. Là, c'est pareil. Là, on a ce qui s'appelle, par exemple, du sec file.
du RC file. Il y a d'autres formats qui arrivent encore plus optimisés, qui sont Parquet, par exemple, Orc aussi, qui sont là pour permettre d'accélérer le traitement de données déposées sur HDFS dans le cas d'une utilisation SQL. Parce qu'il précalcule certaines valeurs, il y a des entêtes qui sont spécifiques, qui vont compresser, il y a aussi de la compression par dictionnaire de certaines valeurs. Donc il y a des choses comme ça qu'il faut y penser un petit peu en amont avant de stocker la donnée. Même histoire pour les formats pour la compression. Compresser en gzip, ça va coûter cher en temps, mais ça compresse bien. Compresser en Snappy par exemple, c'est inclus direct dans Hadoop par rapport à du LZ4. Et ça va compresser moins, mais ça va compresser vite. Donc ça va également dépendre de ce que vous pouvez vous permettre d'attendre, parce que par rapport à votre puissance CPU disponible. Benchmarker son cluster avec TerraSort. Alors, TerraSort, ça ne sert à rien. C'est pas la peine d'essayer de benchmarker votre cluster avec, ça ne représentera pas du tout ce que vous allez avoir à la fin. Inutile. Ce qu'il faut mieux faire, à la limite, vous utilisez par exemple iBench, qui va vous faire un ensemble de tests, qui ne va pas se limiter à TerraSort, qui va aussi passer des tests de débit sur HDFS, qui va passer des tests de machine learning, qui va passer des tests de requêtage d'agrégation sur Hive, des choses comme ça. Là déjà vous aurez une vue un petit peu plus réaliste, on va dire, de ce que ça va donner. Mais enfin, c'est pas très développé aujourd'hui la partie benchmark sur Hadoop, c'est un petit peu compliqué. Le mieux, c'est encore de mettre en place le nécessaire pour pouvoir benchmarker au fil de l'eau, en fait superviser finalement, auditer ces jobs. C'est pas évident non plus, hein, mais c'est encore l'approche la plus efficace, tellement que tant que vous avez des paramètres en fait qui vont changer, que ce soit en termes de stockage, je vous ai parlé de format de stockage, je vous ai parlé de paramètres par défaut, et que vous pouvez surcharger en fonction de vos dépôts sur MapReduce, pareil de vos dépôts sur HDFS, pareil sur vos jobs MapReduce. Il faut bien garder à l'esprit que du coup, ça peut être assez artisanal en fait. On peut avoir à paramétrer un certain nombre de choses. Vous prenez Hive ou Pig, ils vont déterminer, ils vont précalculer combien de mémoire il faut mettre, combien de mappeurs, combien de réducteurs, en fonction de la donnée qu'ils vont avoir en entrée et de la requête qu'on leur a passée. Donc c'est important, finalement ce qu'il faut en retenir, c'est qu'aujourd'hui, pour benchmarker son cluster, c'est pas la peine de faire une phase de benchmark avant. Mettez plutôt en place des outils pour pouvoir auditer vos jobs au fur et à mesure, au fil de l'eau. À ce titre-là, un outil comme Ganglia est vachement bien parce que vous allez tirer un certain nombre de métriques qui viennent de l'intérieur pour pouvoir après les analyser au fur et à mesure. Et c'est ça qui va vous servir de benchmark et qui va vous permettre d'ajuster vos configurations au fur et à mesure. Donc si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Je vous écoute. Oui ? On a beaucoup entendu parler de machines, mais il n'y avait pas de sous-entendu que les machines virtuelles pouvaient faire affaire. Et qu'est-ce qu'on peut dire dessus ? Ok. Donc la question c'est, on a beaucoup entendu de machines, mais finalement, qu'est-ce que les machines virtuelles ont à voir qu'est-ce qu'on peut faire avec des machines virtuelles ? Alors avec des machines virtuelles, au jour d'aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est virtualiser les masters. Et à la limite, la partie traitement MapReduce, processing MapReduce des slaves, donc des machines, des nœuds qui ne sont pas qui sont des machines en commodity. C'est tout. Enfin, la seule chose, il ne faut pas virtualiser les nœuds de stockage d'HDFS en fait. Vous allez beaucoup perdre en I/O. Aujourd'hui, c'est pas efficace. Par contre, vous pouvez regarder, vous pouvez virtualiser les masters, les deux masters, le Nemnode gestion HDFS, donc Nemnode secondary Nemnode et Job Tracker, Resource Manager dans Yarn, pour la partie gestion MapReduce. Ceux-là, ils sont parfaitement virtualisables. Et en l'occurrence, je ne vais pas me souvenir par contre de retour concret de personnes qui l'aient fait. Mais ceux-là, ils sont virtualisables aujourd'hui sur les premiers tests, notamment c'était pas LinkedIn, c'était Cloudera, je crois. On avait eu au Hadoop Summit qui nous expliquait que c'était faisable. Et Pivotal également HD travaille Donc dessus. les offres cloud, oui. elles sont pas virtualisées ?
les offres cloud sont vas-y. Je vais répondre sur la partie Elastic MapReduce. Elastic MapReduce en fait est virtualisé. Par contre, c'est l'architecture interne du cluster Hadoop qui est un petit peu particulière. En fait, c'est une architecture qui est basée sur un NAS. Vous savez, dans les machines, dans les instances Amazon, enfin, je sais, en fait, la partie stockage est complètement virtualisée. En fait, vous ne tapez pas jamais le disque physique de la machine, puisqu'il n'y en a pas. Vous tapez en fait un immense NAS qui contient la donnée. En fait, ce NAS est plus ou moins volatile, ce qui vous permet finalement soit de monter des disques par instance, soit de conserver des disques non attachés à des serveurs et qui restent résidents. Et en fait, ça fonctionne exactement sur la même architecture. C'est-à-dire qu'en fait, vous provisionnez dynamiquement des nœuds qui ne vont faire que du computing et qui vont accéder en fait, à un NAS avec un lien très haut débit. La particularité par rapport à une architecture interne basée uniquement sur du stockage local, c'est qu'on va perdre en débit par rapport à une architecture virtualisée sur un NAS, on va perdre en débit par rapport à une architecture interne basée uniquement sur des disques locaux. Donc voilà, en fait, donc, la réponse est oui, mais ça dépend de jusqu'où on veut aller et d'un certain nombre de paramètres de réglage. Ensuite, juste pour finir sur ce point-là, ce qu'il faut bien distinguer, c'est la partie stockage de la partie processing. Vous avez vu, en fait, donc, le fait qu'on réutilise une grille de stockage distribuée, donc évidemment sur les data nodes, ça fait pas vraiment, enfin c'est difficile d'imaginer de la virtualisation. Par contre, ça le fait complètement sur la partie traitement, et ça peut être une solution finalement pour pouvoir faire du provisioning dynamique de slots qui vont juste faire du traitement. Et qui vont finalement étendre la capacité de traitement d'un cluster Hadoop au-delà de sa capacité simplement de stockage. Par contre, ça nécessite en fait de faire attention aux liens réseau qu'il va y avoir entre les machines virtuelles et évidemment les data nodes pour pouvoir récupérer les deux. Merci. Il y a une autre question. Même si c'est possible, c'est recommandé ou c'est d'une manière générale à éviter la virtualisation quand on est sur un réseau privé, un réseau Hadoop privé? C'est bon. Vous pouvez il n'y a pas vraiment de recommandation, sauf pour le partie stockage, attention. Sur ce qui est du traitement, vous pouvez le faire, vous pouvez tenter. Et sur ce qui est des masters aussi. Par contre, faut bien garder à l'esprit un truc, c'est que si vous virtualisez en fait la partie traitement, assurez-vous d'avoir suffisamment de débit pour pouvoir transférer, le transfert de données entre le stockage et la partie virtualisée de traitement sera pas saturée, quoi. Mais par retour d'expérience, Ouais, sur les déploiements que l'on fait, on déploie nous plutôt des infrastructures totalement physiques, non virtualisées en interne. Et si on doit, et en fait la virtualisation on l'utilise plutôt au travers d'un cloud computing. Donc en fait on segmente les deux, mais c'est souvent en fait drivé plutôt par l'usage et les métiers. C'est-à-dire la question c'est est-ce que finalement l'environnement exploratoire on a envie d'en faire un environnement purement exploratoire et se dire on sécurisera et on industrialisera quand on aura fait la démonstration qu'il y a bien des choses à tirer des données, et donc à ce moment-là, la proposition économique des acteurs de cloud computing est plutôt intéressante dans ce cas d'usage. Et de toute façon, pour pouvoir souvent lever des contraintes CNIL, on anonymise les données. Donc finalement, ça fait sauter l'appréhension d'aller sur du cloud computing. Et ensuite, si on est plutôt dans un use case d'industrialisation, de traitement automatisé, en fait, comme on est sur des chaînes qui doivent être très intensives, on part plutôt sur une architecture qui est purement physique, non virtualisée, pour pouvoir optimiser ça. Et est-ce qu'un cluster Hadoop est multi-tenant au sens qu'on peut avoir beaucoup d'applications, de données différentes, alors, utilisateurs parallèles? La question c'est est-ce qu'un cluster peut être multi-tenant, c'est-à-dire d'avoir différentes applications, différents utilisateurs et d'avoir la capacité à étanchéifier à la fois les données et les traitements. Alors, techniquement, oui, c'est-à-dire qu'on est capable à la fois de définir des périmètres bien particuliers pour les données, avec des niveaux de sécurité qui sont différents pour le stockage des données, et techniquement, oui, pour le traitement parallèle, au travers des mécanismes de pool, c'est-à-dire qu'on affecte des ressources à des pools d'utilisateurs, ce qui permet de le faire. Par contre, c'est en matière, par exemple, de suivi de la consommation, de monitoring fin, tel qu'on l'attend, si on veut faire du multi-tenant, type opérateur de cloud computing avec une vraie étanchéité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Quand on rentre dans le détail, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc, en fait, techniquement, on a les moyens de segmenter.
à la fois en termes de ressources et de confidentialité des données. Après, en termes de suivi, d'opération, etc., on est quand même plutôt sur une architecture qui cherche à mutualiser un maximum de ressources pour des usages uniques. Donc, pour un usage interne à une organisation où on a plusieurs applicatifs, finalement, et des populations d'utilisateurs, ça fait du sens. Pour un usage multitenant avec des clients externes, ça devient un petit peu plus compliqué. Ensuite, il y a un autre... Ensuite, il y a un point particulier, c'est qu'il faut... Faites attention si vous avez des configurations ou des applicatifs qui ont des morphologies d'architecture extrêmement différentes. Si par exemple vous avez de la recommandation online extrêmement sollicitée parce que vous récupérez en temps réel des flux d'infrastructures physiques et qui font des calculs, des prédictions de, je sais pas moi, de comportement ou de crash d'infrastructures matérielles, donc qui sont très très intensifs en réseau, en computing, etc. Si vous les mélangez avec un cluster qui fait du data lab, qui est lui très intensif sur plutôt une architecture batch, en fait, soit vous avez un cluster de très grande taille pour pouvoir offrir une très grande capacité sur ces deux angles d'attaque, soit sinon il vaut mieux assurer une même morphologie entre les différents applicatifs pour pouvoir avoir en fait des caractéristiques de cluster qui soient homogènes. Sinon ça devient juste l'enfer à gérer et à monitorer. Alors je vous propose de passer à la troisième partie de... Il y a une dernière question au fond, pardon. Alors, je répète la question. On a évoqué un scheduler particulier qui est le capacity scheduler. Et donc, la question c'est est-ce qu'on peut développer, préciser un petit peu le fonctionnement, c'est ça? Le fonctionnement de ce capacity. Ok. Donc en fait, alors, le capacity scheduler, il fonctionne de... donc le FIFO, il n'y a qu'une seule file. On va commencer par... En fait, le FIFO n'a qu'une seule file, vous pouvez donner à la limite une priorité, et vous avez qu'une seule file de traitement. Sur un capacity scheduler, vous pouvez définir X files. En fait, vous définissez un arbre des files de files de traitement. À chaque niveau de l'arbre, vous devez avoir 100% en fait, de capacité en tout. Donc vous répartissez votre capacité de traitement sur les différents nœuds de votre arbre. Donc vous pouvez dire j'ai une partie batch qui va représenter 10% et une autre traitement de jour qui vont représenter 90% du cluster des capacités de traitement. Et en plus de cela, vous pouvez ensuite donc les spécialiser par équipe. En disant, il y a l'équipe A qui va avoir 70% de ces 90%, l'équipe B qui va avoir les 30% restants. Bon, ceci étant dit, vous allez me dire, bon, le batch c'est sympa, mais il est limité à 10%. Il y a également en fait la possibilité de donner une capacité de débordement. Lorsqu'il y a de la capacité libre ailleurs, ça va déborder vous pouvez dire que ça va déborder jusqu'à 100%. C'est utile par exemple si vous avez des traitements de nuit, il n'y a personne qui s'en servira, donc à partir de là ça va déborder à 100%. Quand le lendemain matin il y a des gens qui vont recommencer à se servir du cluster, s'il y a des jobs qui étaient en cours, hop, ils vont perdre cette capacité qu'ils avaient en débordement pour revenir à 10% et laisser les utilisateurs s'en servir. Voilà. Ok, donc ce que je vous propose c'est de passer à la suite. Donc, c'était un retour d'expérience de mise en place de la CDH4 sous Yarn, donc le futur d'Hadoop, en fait, dans les télécoms. Alors, qu'est-ce qu'on a mis en place? Donc, je vais vous dérouler un petit peu ce qui s'est passé. Donc, rapidement, le contexte, ça a duré 3 mois. Il y a une équipe opérationnelle de 8 personnes, dont 2 octos. Et le reste était réparti entre... donc il y avait 2 ingénieurs logiciels, dont un profil infra chez le client, et des analystes métiers. Donc 3 enjeux majeurs. Le premier, construire une plateforme opérationnelle pour Big Data. Le deuxième, c'était monter en compétence des équipes, donc prendre en main en fait un cluster Hadoop, savoir un peu comment ça fonctionne, et sortir ensuite des précaux de plateforme industrielle. Ça c'est un enjeu qui est venu au fil de l'eau. Donc l'équipe était colocalisée, tout le monde au même endroit.
par contre, tout le monde n'avait pas tout à fait le même emploi du temps. Donc ça, c'est un premier truc. Attention, faut s'assurer qu'en termes d'emploi du temps, les gens peuvent vraiment travailler en permanence ensemble. Parce que sinon, on peut rapidement avoir 2-3 ralentissements. Donc les caractéristiques du cluster, donc un rack, 12 serveurs, c'était pas virtualisé. C'était du Yarn, du coup Nemnode, Resource Manager, il y avait un secondary Nemnode et puis lui une slave. Les données qu'on traitait, on n'avait pas le droit de les voir, donc elles ont été anonymisées par un nœud externe qui a poussé tout ça. Et les outils type Hive, Pig, on les a mis sur une autre machine, à laquelle les analystes accédaient pour pouvoir travailler. Donc déroulement du projet. Alors première chose, première phase, le déploiement. Bon, le déploiement, comme je vous disais tout à l'heure, donc le SCM, bon, nous on n'en avait pas, donc ça a été un petit peu rude. Il n'y avait pas de réseau non plus, il n'y avait pas internet, donc il a fallu construire un miroir local. Bon, moralité là-dessus. Oui, d'accord, voilà. Donc, en fait, ce qui est important sur ces phases de déploiement, c'est d'avoir des profils polyvalents. C'est-à-dire que vous allez arriver sur des machines, on arrive sur des machines, il y a à la limite une CentOS installée, il n'y a rien dessus, il faut configurer le kernel, il faut partitionner tous les disques, il faut aller installer monter le miroir local, installer les différents paquets de distribution sur tous les packages, aller configurer tout ça. Vous remontez la stack en fait petit à petit. Vous commencez par les partages, vous allez sur l'OS, vous montez sur le stack applicative, vous allez tester aussi la partie réseau, parce que tous les ports ne sont pas ouverts par défaut, sauf que pour Hadoop, il y en a beaucoup de ports qui doivent être ouverts. En fait, potentiellement, tout le monde doit pouvoir accéder à un certain nombre de web apps sur absolument tous les nœuds du cluster. Un truc tout bête, hein, vous naviguez sur HDFS, vous pensez être sur le nœud master qui vous donne la vue HDFS. En réalité, quand vous allez d'un répertoire à l'autre, vous passez en fait d'un nœud slave à un autre. Il vous balade comme ça. Donc en termes de réseau, ça veut dire que vous ne pouvez pas dire j'ai mes nœuds slaves qui sont totalement derrière, cachés, bien derrière trois couches de firewall, il n'y a personne qui y accède. Ça, c'est pas possible. Pareil pour les DNS, les noms DNS des machines, c'est la même histoire. Vous n'allez pas avoir des noms internes, des noms externes. Il faut qu'il y ait le cluster Hadoop, il a besoin d'avoir l'URL que vous allez taper dans votre navigateur, par exemple, pour accéder à un nœud. Ça doit être la vraie, quoi. Ça doit être la bonne. Ça ne doit pas résoudre différemment avec un deuxième niveau de DNS sur la machine. Déploiement des outils support. Bon, une fois la distrib installée, ça se fait assez facilement, puisqu'ils n'impactent pas le cluster en tant que tel. Vous les installez à côté et ils vont se coller dessus. Donc là, c'est un petit peu tout ce qu'on a installé, les outils avec lesquels on a pu travailler sur ce projet. Donc il y a Hive, il y a Hive et Pig. Comme vous voyez, il y a U pour ça c'est utile pour interface web pour pouvoir utiliser en fait le cluster, naviguer de manière un peu plus sympa qu'avec un shell. Maout pour l'analyse de données, et on a testé un petit peu Impala aussi pour la partie temps réel, quand peu de temps après que Cloudera ait fait l'annonce de la sortie du produit. Donc l'alimentation de données, c'est la première phase. Nous, ce qu'on en retient, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts sur l'alimentation. En fait, comme vous voyez ici, on a réparti un petit peu. Vous avez du 80, vous avez quasiment 80% du temps qui a été pris là-dessus. Analyse l'alimentation de données. Bon, pour moi, ça inclut également le retraitement de la donnée pour qu'elle soit prête, en fait, utilisable et requêtable. Donc, on peut commencer à analyser tout ça. Il ne faut pas sous-estimer cette phase. Et il ne faut pas non plus trop se prendre la tête, il faut que ça reste simple. Vous faites un put, vous poussez les données, puis après vous passez des job MapReduce, étape par étape. Il ne faut pas se complexifier la vie, parce que ça va déjà prendre du temps, ça ne va pas forcément être facile, donc voilà. L'analyse de données, alors une fois que vous avez bien structuré vos données, qu'elles sont bien stockées dans Hive, ça se passe assez bien. Par contre, donc faut garder à l'esprit, donc c'est un environnement qui bouge, qui est mouvant. Hive, par exemple, on a eu quelques limitations qui aujourd'hui sont dépassées parce que les équipes corrigent très rapidement, ajoutent les fonctionnalités assez vite. Mais vous pouvez arriver sur des cas où, je pouvais faire ça avec le Teradata, je peux pas faire ça avec Hive. Comment ça se fait? C'est en cours là, ça a été mis sur la branche machin, elle va sortir dans un mois, quoi. Ça peut arriver, ça nous est arrivé. L'outil est stable en lui-même, mais n'a pas tout cet historique en fait qu'on a derrière sur les outils dont on a l'habitude de se servir. Et puis il y a ces histoires de configuration, mémoire, HDFS, tout ça qui viennent aussi
ça j'en avais parlé tout à l'heure, à tous les niveaux en fait, on a ajusté les configurations au fur et à mesure en fonction des jobs. Il y a eu une migration à un moment donné pour monter en compétence sur les migrations de clusters. Alors ça se passe très très bien. Pour peu que vous ayez suivi en fait les préconisations de mise en place, en l'occurrence c'était les strips de Cloudera, donc en suivant les préconisations de Cloudera pour la mise en place du cluster, en fait la migration se fait toute seule. C'est pas une douleur en fait par rapport à d'autres points qui ont pu être plus problématiques. Ce n'est pas une douleur de faire une migration cluster ouais, voilà. Donc par contre, il y a du travail en amont qui est donc de suivre des précos, de superviser, d'apprendre en fait à connaître un petit peu son cluster, à savoir comment il marche. Parce qu'évidemment, si vous ne savez pas ce que vous faites tourner exactement, si vous n'avez pas une trace précise de quoi tourne, sur quelle machine, avec quel conf, etc., là ça peut devenir compliqué. Benchmark du cluster. Alors normalement ça devait être en début de projet. On s'y est frotté. Non, il n'y a pas. Enfin, c'était pas utilisable en tant que tel. Il y a toute cette phase de configuration avant. Il y a le fait que le TerraSort ne représente pas en plus de ça ce qui s'est vraiment passé. Bon, finalement on a utilisé iBench en fait pour benchmarker le cluster. Pas en début de projet, plutôt sur la fin du projet. On avait déjà en fait pu ajuster, notre cluster était déjà bien ajusté par rapport à ce qui a tourné vraiment en prod. Donc concrètement, le Bench n'a pas apporté grand chose. Par contre, il a montré qu'il était capable de faire tourner différents types de jobs qui couvraient quand même pas mal ce qu'on peut faire aujourd'hui avec Hadoop. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ça peut être intéressant d'utiliser plutôt du iBench que du TerraSort pour pouvoir avoir un aperçu des différents travaux que vous pouvez faire sur votre cluster et qu'est-ce que ça va donner. Mais encore une fois, être capable d'auditer ces jobs au fil de l'eau, c'est vraiment le meilleur moyen aujourd'hui pour ajuster sa conf. Le cluster en fin de mission, Yarn, ça s'est très bien passé. Ce qui est intéressant, c'est que derrière, on peut coller après d'autres frameworks, autres que MapReduce, donc ne pas avoir à transformer en MapReduce tout avant de pouvoir le traiter. Donc ça, Yarn est stable, et puis on peut commencer à bénéficier de ce type d'amélioration. On a pu tester pas mal d'outils, et du coup les équipes ont pu monter aussi en compétences, c'était le plus important là-dessus. Sont assez satisfaites globalement de cette montée en compétences sur les différents outils. Ils voient mieux en fait de quoi il s'agit, comment ils s'en servent, où sont les limites et les avantages. Et le cluster HDFS, donc qui était assez surdimensionné en fait, dans les 300 Tera sur 8 nœuds, des disques qui faisaient 12 disques de 3 Tera sur chaque machine, c'était trop en fait. Et donc on l'a occupé à fond. Par contre, ça a été très lent au niveau des traitements, et parce que à un moment donné, il y avait beaucoup de données qui étaient traitées par chaque nœud slave, et chaque nœud de traitement en fait n'avait pas une capacité de parallélisation suffisante au regard de la capacité de stockage qu'il avait. Donc du coup, ça a été la grosse douleur, et c'est directement la conséquence directe en fait du dimensionnement de chaque machine. Les jobs n'ont pas saturé du coup totalement le cluster. Et même quand on a eu des jobs qui se sont bien terminés tous en même temps, on n'a jamais saturé non plus le réseau, qui étaient des réseaux qui étaient à 1 giga en fait. Pour ça aussi, le réseau à 1 giga, vous pouvez démarrer dessus, hein, vous avez un disque en plus, ça passe. Pour l'exploratoire, il n'y a pas de souci, ça permet de jauger. En conclusion, Yarn stable. Et l'intérêt, c'est donc l'ouverture à d'autres frameworks, des points à améliorer, donc la maturité des outils, l'environnement de travail. Ça a été beaucoup de lignes de commande en fait. Là-dessus, il y a encore des progrès à faire sur du Hive, sur du Pig. La complexité de la configuration d'Hadoop. Chaque outil également, il y a aussi pas mal de confs, on n'a pas parlé, mais Hive par exemple, il y a ici un certain nombre de configurations qu'on peut faire, d'optimisation, pour qu'ils génèrent vraiment, qu'ils remplissent bien du coup les blocs HDFS, parce que par défaut, il ne remplira pas correctement, il faut configurer un petit peu Hive. Il y a tous les outils, un outil, ça tire derrière un ensemble de configurations et des compétences pointues. Ça c'est sûr et certain. Et des documentations aussi. Quelque chose qui manque aujourd'hui, c'est de la doc et c'est une documentation qui est claire, stabilisée, complète. On l'a pas eu dans tous les cas en fait. Il y a un certain nombre de cas où c'était bon, mais pas partout. Et ça, voilà, c'est pour ça que vous avez besoin notamment de personnes pointues. Et mettre en place votre cluster, il vous faut une équipe avec plusieurs compétences en interne, pluridisciplinaires, et si possible au moins une personne qui soit polyvalente,
c'est-à-dire infra-système et stack applicative. Ça peut aider à débrouiller pas mal de problèmes assez rapidement. Voilà, je vous remercie. S'il y a quelques questions. Dans votre présentation, je ne vois rien ressortir a priori qui soit spécifique du domaine, du métier pour lequel vous avez travaillé dans cette mission, à part bien sûr la communication des données, mais qui risque d'être demandée par de très nombreux. Alors la question c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a rien qui ressort du domaine du métier spécifiquement? Alors, vous me corrigez hein, si ce n'est pas exactement le contexte de votre mission. En fait, il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet d'infrastructure, qui est lié complètement à l'architecture. L'objectif de ce projet, c'était de monter un data lab. Donc c'était vraiment de l'exploratoire, donc avec une architecture qui est dédiée à ça. Ensuite, comme tous ces sujets, on ne rentre pas volontairement dans le métier et les travaux de recherche qui sont menés, puis qui sont en fait sous couvert confidentiel. Et donc voilà, après il faut faire un parti pris dans la présentation de ce qu'on propose, donc on a plutôt choisi de faire ça. Il y a un point en fait qu'on peut noter également, c'est, je ne sais pas si vous l'avez noté, c'est les caractéristiques du coût d'infrastructure par rapport au volume qui est manipulé et au nombre de cœurs qui est manipulé. On est sur une équation économique qui est à peu près inférieure à 200 000 € pour pouvoir stocker plus de 250 Tera de données en ligne, les traiter avec 128 cœurs physiques. Voilà, donc ça c'était un point important qu'il faut retenir. Sur le métier, en fait, on pourrait dire plein de choses. Vous avez une idée, une question en tête plus précise ou pas? C'est simplement que, comme vous avez mis cet élément en avant pour présenter cet élément de cette journée, je voulais juste voir si je n'avais pas raté quelque chose qui était spécifique au métier de votre. Non, voilà. Et à partir du moment où c'est un data lab, je comprends bien que c'est assez généraliste sur explorer l'architecture pour un certain moment. Alors c'est un data lab pour le marketing. Voilà. Donc, les équipes de statistiques qui étaient au marketing, on travaille donc sur de la connaissance client essentiellement. Entre les deux systèmes, c'est ça? Ouais. Alors, la question c'est, est-ce qu'on a fait des comparaisons en termes de temps d'exécution entre le système historique, c'est ça, et ce nouveau système? Alors, la particularité, c'est que les données qui sont stockées dans son nouveau système ne pouvaient pas être stockées dans le système historique. L'estimation de coût qui était faite pour pouvoir stocker ce volume de données, donc nouvelle source de données dans l'ancien système était complètement prohibitif, ça dépassait la dizaine de millions d'euros, juste en termes de coût de stockage. Donc il leur fallait, en fait, pour pouvoir lancer leur recherche et un autre type de solution avec un coût qui soit compatible avec une démarche d'exploration de données. Donc finalement, on n'a pas de bench technique entre faire la même chose et comparer dans le cas de ce projet. Par contre, on a des benches, en termes de coût. Après, est-ce que, donc, derrière la question, c'est est-ce qu'Hadoop est un système plus rapide qu'une base de données, c'est ça? La réponse, c'est ça dépend. Non, mais en fait, ça dépend énormément de 3 paramètres. Le volume de données qui est engagé. Sur 100 Tera de données, oui. Oui, bien sûr. Par rapport à une base de données relationnelle. Sur des traitements qui font juste du comptage, équivalent de select count, etc., c'est pas très intéressant. Par contre, sur des traitements qui font du calcul d'arbres de décision, de millions d'arbres de décision pour pouvoir faire de la classification automatique, donc avec une forte granularité de calcul, Hadoop est extrêmement intéressant et surtout si on peut paralléliser beaucoup. Ensuite, le troisième facteur, donc au-delà de la granularité du système de calcul, c'est la taille du cluster. C'est la taille. En fait, la taille du cluster et surtout le nombre de slots de traitement parallèle qui est disponible. Vous pouvez imaginer un cluster de 10 nœuds, mais finalement c'est un petit cluster. Ça vous permet en fait finalement que de paralléliser par 10. Si vous comparez ça avec une machine qui a 8 cœurs
et qu'il n'y a pas de couche réseau à communiquer, le gain, est-ce qu'il est véritablement intéressant? C'est pas franchement intéressant. Donc, ça commence à être intéressant à partir du moment où on multiplie le parallélisme et qu'on a une capacité de traitement parallèle qui est très supérieure à une unique machine. Ça va être la dernière question. Qu'est-ce qui a motivé le choix de Cloudera par rapport à d'autres distributions sur ce projet? Est-ce qu'il y avait une raison spécifique? Alors, est-ce qu'il y avait une raison spécifique? J'ai pas toutes les parties de la question, puisque le choix n'a pas été porté par Octo, c'est notre client final qui a fait le choix. En fait, on est confronté quand on doit choisir en fait à une première question, c'est cloud ou interne. Ça, c'est la première question. Une fois qu'on a tranché cet aspect-là, ça élimine donc une partie. Ensuite, est-ce qu'on choisit pure open source versus distribution portée par les leaders ou grands éditeurs? En fait, là, la question, c'est plutôt une question de compétences. C'est-à-dire, pure open source, il faut assumer tout. Et puis, avec la particularité. Grand distributeur, grand éditeur, on va se lancer dans des grands contrats, la compétence elle n'est pas là, elle est plutôt dans les sociétés qui sont au cœur d'Hadoop et qui forment Hadoop, et pas encore chez les grands éditeurs. Ça ne sera probablement pas le cas, ça sera probablement plus le cas dans les 4-5 ans à venir, mais aujourd'hui la compétence et l'expertise pointue et les gens qui connaissent en fait le fonctionnement d'Hadoop, c'est plutôt chez Cloudera, chez Hortonworks, etc., etc. Donc je l'ai vraiment chez les spécialistes. Pourquoi Cloudera? C'est que, en fait, alors il y a plein de raisons. Hein. Les distributions, c'est comme les distributions Linux, elles ont toutes des avantages et des inconvénients les unes par rapport aux autres. Après, il faut choisir celle qui nous convient bien. Pourquoi est-ce que nous, on travaille beaucoup avec Cloudera? C'est qu'on partage en fait leur vision produit et on est relativement aligné en fait dans les choix d'architecture qu'ils font et on les connaît bien aussi. Donc ça aide finalement à sécuriser un projet. Donc, Aujourd'hui, il faut, donc voilà, c'est le type de questions auxquelles il faut régler pour pouvoir trancher. Alors, on va passer à la dernière partie de cette matinée, donc avec Graham, qui va vous présenter un petit peu la vision de Cloudera et puis des retours d'expérience de projets de l'autre côté de la Manche et de l'autre côté de l'Atlantique. Graham. Merci. Hello. Merci. Bonjour. Je m'appelle Graham Gear, and unfortunately that's all the French I know, so the rest of the presentation will be in English. I hope that's okay. You'll also have to listen to my Australian accent as well. I hope that's okay. Yeah. So my name is Graham Gear. I hope that's what I said earlier. I'm based in London, so I'm based in the UK. I've been with Cloudera now for about a year, and I come from a distributed system background. So I started life, my working life, working for a research institution in Australia, looking into sonar systems using massively parallel Linux systems and MPI tools and stuff to distribute workloads out. So sort of traditional grid style infrastructure. I'm really happy though now to be working with Hadoop. Hadoop, I wished it existed back then 10 years ago. It would have made my life a lot easier. And now I'm very, very happy to be working with it. And apologies to you guys, I'll try and let you see the slides. So I'm going to spend around about half an hour now talking about Cloudera technology. There's been an excellent job, I think, done by Remy and Julien, the bits I could understand at least. And so I won't dwell too much on the Hadoop aspects perhaps, and I'll try and get quite quickly to some of the new features, some of the new products and stuff which have been laid on top of Hadoop, and give you a feel for them. And then also take you through some case studies. So these are case studies which I've been involved in personally, some of which, others which have come from the US in North America, where Cloudera has more of a presence and has been more prevalent today. That said though, we're partnered with Octo, and we do have a presence within Europe where I'm one of 20 people now within Europe. So Europe is becoming very important to us. So just briefly, very quickly, this is for those who aren't aware, Cloudera is a company that's been around since around
2008, formed by three founders, Mike Olson, Amar Awadala, and Jeff Hammerbacher. Mike came from Sleepycat Software, acquired by Oracle, Berkeley DB, creators of Berkeley DB. Amar came from Yahoo. He was head of business intelligence at Yahoo and was primarily responsible for bringing Hadoop into Yahoo, which was a very big early user of Hadoop. Jeff Hammerbacher he was at Quantum Wall Street originally and then moved to Facebook. He headed up their data practice there and he was one of the very early employees of Facebook. So together these three founders have sort of shaped the company that Cloudera is today. We live and breathe Hadoop. Everything we do is Hadoop. But Mike comes from more of an OLTP style background with Berkeley DB. Amar brings all his Hadoop experience, and then Jeff sort of brings more of a data science angle, more of a statistics angle as well, and that's helped to shape where Cloudera is today. In 2009, 2010, Cloudera released, well, it was slightly earlier than that actually, very early 2009, released CDH, and through the next few years, we're really looking to build out CDH. Now, CDH is the Cloudera distribution for Apache Hadoop. I've seen it mentioned a few times in the slides. It's the most popular distribution. I think there was a question with regards to the different distributions out there. CDH was the first, and it's certainly the most popular. It's the one that I see most regularly. And the reason it's popular is because it makes life easier. It's much easier to install and run CDH than any other distribution. At first it was the only one that was available, and it was very difficult to go to Yahoo and collect all the different projects together and install something in production. CDH made that easy and continues to do so today. So CDH was looked at for the first 2 years, and probably Cloudera focused on driving in enterprise style features. So these are high availability, security features to make CDH more consumable by the enterprise. And we spent a lot of time on that over those 2 years. Between 2011 and 12, we started to look at the ecosystem that exists around Hadoop. We started to gain customers, we started to gain partnerships, like with Octo, for instance, and start to get Hadoop out into the enterprise and help as much as possible there. And then over 2011 and 12 as well, we started to innovate on top of Hadoop. And so this Hadoop is a term that covers a lot of different projects. And these days that's becoming more and more true. Cloudera is now developing stuff on top of Hadoop, still within the ecosystem, but to make things even better and deal with big data in more advanced and wonderful ways. So, a young company, but have been looking at Hadoop and been around with the Hadoop for a long time. We're very key to the development of Hadoop. We have Doug Cutting here, the founder of Hadoop, actually an employee of Cloudera. He's our chief data scientist. And we employ the most committers to Apache Hadoop as any other organization. So we continue to influence Hadoop and make it better for everyone. So Cloudera today has some pretty amazing statistics that we can call out. For instance, there's in aggregate across all of our customers, we consume over 20 billion events through Hadoop and Cloudera technology on a daily basis. In the US, over 70% of smartphones are powered by Cloudera. What we mean here is that the data that's generated by these smartphones in the US, those bits and bytes end up in the Cloudera technology 70% of the time within the US, which is a phenomenally huge number. We're the only organisation that can claim to consume the full fire hose of the Twitter sort of feeds. There's 2 organisations that do that currently, that get the whole lot, and Cloudera is able to help them with that. In terms of financial services and insurance, we're very prevalent as well. So 4 of the top financial banks rely on Cloudera, and then including telco and defence and stuff as well, we're extremely prominent as well. So what does Cloudera do different to traditional organisations? Now, we've been talking about Hadoop a lot, so of course it's Hadoop, really. But how is Hadoop different? So there's 3 key things that Hadoop does different, which really makes processing big data possible. The first is the linear scalability. So it gives you the ability to actually scale linearly by adding just new nodes and then not impacting, giving you greater throughput and potentially better latency just by adding new nodes. Now that's significant. The second thing is it gives a more advanced ways and flexible ways to both store that data. So you can store both
what's termed typically unstructured data. Here we mean non-relational data. Store that very easily. And then also give you interesting ways of processing that data. So give you a very flexible set of APIs to process it and access that data, be it via a streaming mechanism from start to finish of a very large file, or be it randomly accessing a particular file by a primary key, for instance, through HBase, for instance, or interactive query through Impala, for instance. So very flexible ways to access that data and then do advanced processing on it as well. So things like advanced analytics, machine learning, for instance. So that's point number 2. Point number 3 is what it does different. It's the fact that it's open source, the fact that it scales linearly on commodity, inexpensive hardware means that there's an economic benefit here. So for the first time, you're actually able to store a lot of data, as in big data volumes, tens to hundreds to thousands of terabytes, so up to the petabyte sort of range, cost effectively. And a per terabyte cost of that means it's effective to actually do this and not, whereas using traditional technologies, there are technical challenges with scaling a system vertically, which most of the traditional data processing technologies require, but there's certainly economic challenges to doing that as well. And Cloudera through Hadoop helps to address that. So what this means is for the first time you actually have a single platform, you no longer have to silo anything out, and you've got a cost-effective means of storing that data for posterity forevermore, and growing your data and then leveraging and using that data at huge scale. And you can do that in a cost-effective way. That's really what Cloudera is about. So Cloudera offer the Cloudera Enterprise Platform, and we'll see what this means. Hadoop has been mentioned quite a bit, and some of the components have been mentioned. In Cloudera parlance or Cloudera terminology, we split the platform up into multiple subscriptions, each of which are Cloudera Enterprise subscriptions, which you can get access to. We surround our enterprise subscriptions with some services. Like here, I mean, Octo is really our primary partner, so they are the ones that help in the delivery, and they have the knowledge and first-hand experience of Hadoop, as you've seen through the use cases and stuff already that Remy presented. They're able to take CDH, help you as an organization deploy, use, and optimize that platform. So that's really the professional services side. On the training side as well, though, we do offer courses and stuff, and these are very advantageous, and we train many thousands of Hadoop users, CDH users monthly, and we do run courses throughout Europe and stuff, and they're very well received, and they're excellent. And they range from developer trainings through to like data science trainings as well, so quite advanced topics and very Hadoop-centric, and they're very well received. But for the rest of the conversation, I'm going to focus on Cloudera Enterprise subscriptions and show you the components that those enterprise subscriptions include, and then I'll get to the case studies as well. So, Cloudera Enterprise Core. There's a lot of boxes here, especially for you guys over there. It's probably quite difficult. But most of these components have been mentioned previously, so I'm not going to dwell on them. We have within here, we've got storage, so HDFS right at the bottom, distributed file system. Julian covered this quite well, I think. Files get split up into blocks, those blocks get replicated out amongst a cluster in a rack-aware manner. On top of HDFS, you can run a batch compute component called MapReduce. So MapReduce lets you deal with these files stored within HDFS at huge scale. It's optimized for throughput though, so what this means is you don't get terrific latency. It means even a small job working on a highly partitioned set of data, like perhaps gigabytes, perhaps terabytes, will still take always in the order of, like the very smallest job will always take 30 seconds and more typically minutes. These jobs are not low latency jobs, they take some time. And this MapReduce infrastructure is written in Java, and you actually write your jobs in Java using the MapReduce Java API. You can consider that the assembly world of MapReduce though. It takes a lot of effort to do so, it's available. There are some benefits and some optimizations you can get from writing Java MapReduce, but you're not very productive as a developer. It's available, but we wouldn't necessarily recommend it, and we'd recommend you use a higher level abstraction, something like Hive or Peak. And again, I saw these get mentioned quite a few times during the initial slides, so I won't dwell on them, but Hive gives you SQL capability,
Peak gives you a more script-like language. It's called Peak Latin to execute. It's more procedural. But both of those higher level languages, they still get compiled down or boiled down to MapReduce, which gets executed against HDFS. So they still come with the same caveats. They still are optimized for throughput and not latency. On top of the higher level MapReduce abstraction frameworks, we offer Hue, which is a user interface for analysts to execute queries and browse the file system, for instance. We have over here Oozie as a workflow management tool, allowing you to chain together multiple jobs, split between the different jobs, and then join so you can manage different MapReduce jobs joined together. Towards the left here, we have a number of integration components. So Scoop, got mentioned earlier, allows you to bring data in from the relational world and then also egress data. So take data from Hadoop and push it into a data warehouse or a relational database. We have Flume, again, that's been mentioned earlier. This is real-time ingest, so allowing you to take files which are being produced, say in a web server file, that perhaps Apache logs, and write those, as those logs are being written to, you can tail those logs directly to Flume and ingest that in real time. So bring that data into your infrastructure in a massively parallel way as well, so you're not bottlenecked on a single node. There are other components within here. There's a RESTful interface, for instance, and then there's SQL drivers as well, so ODBC and JDBC. And primarily in this version, in Enterprise Core, these SQL drivers all work through Hive. So again, they're very high latency connections. They let you scale to tens of terabytes to very, very large data sets, but you're still waiting a long time to get your results back. Yeah. So that's the core platform. So this is CDH. All of these components are included as part of Enterprise Core. There's a number of certified connectors that sit on top of these that work with various BI tools. I saw the slide earlier with listing out MicroStrategy, for instance, and I noticed Business Objects was up there, for instance, SAP. There's various connectors, and Cloudera works with these organizations to make sure they work with the platform. SAP included, actually. They're getting close to certification, so that's good. Cloudera Manager sits over here on the side, and this is where Cloudera's expertise in Hadoop is boiled down and manifested in Cloudera Manager. So this is an operations tool that makes managing this at scale much, much easier. I think I saw a slide from Remy sort of discussing that managing 10 nodes or something is possible. I think this is what he said. Managing a small amount of nodes is possible by hand with SSH and doing some intelligent things there. But managing hundreds of nodes or tens of nodes gets very difficult very, very quickly. So Cloudera Manager is a centralized tool to help you do that. What it also does is it intelligently understands your cluster. So it will suggest configuration parameters for you, set reasonable defaults for you. Because this Hadoop platform is extremely complicated. And there's a lot of different variables and parameters you can change and adjust. And it takes a long time to get used to that. Cloudera Manager helps to give you a guiding hand through that process and make it as easy as possible to adopt. So this is a really important aspect of the stack. And our largest customers derive a lot of value out of Cloudera Manager. It really helps them to get up and going fast. Let's stop going forwards and backwards. Did that flip? Oh, it did. Okay. There we go. Sorry, it's working again. So now we're on to another subscription. So this is Cloudera Enterprise Real-Time Delivery, RTD. So RTD includes Apache HBase over here in orange. Now HBase is interesting. Whereas I said HDFS and then MapReduce on top of it and Hive and Peak is optimized for sequential read and write. So reading from bit 0 to bit 1 billion of a very, very large file. And then doesn't let you randomly access. You can seek within the files within HDFS, but it takes a long time and it's not very efficient. HDFS certainly doesn't allow you to seek to a middle of a file and then change a bit or a byte. HBase, on the other hand, is optimized rather than for throughput. Well, it's still optimized for throughput, but gives you the ability to access your data randomly for random read and write, and is more optimized for randomly reading very small chunks of data. So rather than
writing and then reading a file that's many gigabytes in size, which is what HDFS and MapReduce are all about. It lets you write maybe a record of below a kilobyte or a kilobyte in size, accessed by primary key, and do that at very, very high throughput. So massively parallel read and write, supporting a very, very large amount of concurrency. So it scales very similar to HDFS, but then gives you this random read-write access capability. So that's all by primary key though. So whereas HDFS and MapReduce works at the file level, HBase gives you insight into the file by looking at primary keys. Yeah? Now those primary keys can be a compound key, so you can have multiple elements to your primary key, and then HBase stores them in an ordered manner. So accessing by primary key is very, very efficient, and then range scanning, respecting the order that HBase actually orders those primary keys, is also very, very efficient. So you get sub-second real-time performance by accessing data in those manners. But if you needed to access data by a secondary key, like something within the columns of what that primary key actually identifies, it becomes more of a table scan exercise, and you certainly lose the real-time like access SLA on it. So it's got a very restricted access pattern, but scales very, very well based on that key value pair relationship. Another product, and this is, so HBase was originally, I mean, it's part of the Hadoop community. A lot of people, some people tend to think of it as part of the Hadoop stack. Like if you say Hadoop, you mean HBase as well as MapReduce and HDFS and all the rest of it. But initially that wasn't really the case, and some people tend to still class HBase on its own. HBase has always been very important to Cloudera. We employ a lot of the core developers that work, committers on HBase. It is very important. It's very important in terms of the results of your MapReduce infrastructure. So the results of executing a MapReduce program can often be stored within HBase for real-time access and delivery. So it's a way to materialize views which you create from MapReduce at scale. So it's a very important piece of the infrastructure, and it's always been important to Cloudera, and it's probably the first part of the infrastructure that Cloudera innovated on top of Hadoop. Since that though, we now have RTQ, which is real-time query. This is a further innovation from Cloudera, and it includes Impala. Now I saw Impala, I saw the icon show up in an earlier presentation. I'm not sure how much it got mentioned. Impala is really, whereas I was mentioning Hive here, which gives you SQL capability, but optimized for throughput, not latency. Impala is optimized for latency. It does everything it possibly can to get your SQL query back to the user as quickly as possible. So whereas Hive is optimized for non-interactive, batch-based style processing, where there's no human being sitting behind the query, Impala is all about interactive queries where there's a human being, an analyst or a data scientist or a developer that is interested in getting the results of that query back as quickly as possible so they can iterate on that query. And this was a core ask of Cloudera and from our customers. And so we've spent 2.5 years developing Impala. We've got a team primarily from Google, that came out of Google, that were working on similar technologies in the Google space for Google infrastructure, have came on board and helped develop Impala for us. And this is something that's being released very, very shortly. It's been announced and is currently a private and public beta. It's extremely interesting. The reason it gets, just to give you an idea of the latency differences, whereas I was mentioning the very shortest MapReduce program is always going to take 30 seconds, and this is even if you were just querying a few megabytes of data. It takes quite a while to split the job up into a number of tasks, submit those tasks to the cluster, spin up the tasks, which are all JVMs, then serialize the results of each task to disk, and then collect them, then go through the sort and merge, and this got discussed earlier, the whole MapReduce process. Going through all that always takes at least 30 seconds, and typically 40, 50 seconds up to a minute, even on very, very small amounts of data. Impala, on the other hand, bypasses MapReduce. It doesn't use MapReduce directly, but it does read data from HDFS. And so by doing so, it can actually really optimize and make sure that everything it does is about getting a result back to you as quickly as possible, but not building in as much redundancy or failure checking as, say, something like Hive will do. So the example here is that Impala
doesn't use Java, so it doesn't have to spin up JVMs, which is a huge, huge benefit immediately. The second thing it does is it's written in C, so it's got resident daemons, which don't start and stop on every single job or every single query that's submitted. They actually remain resident in memory, and so there's no boot cost and warm-up cost with starting them, which is important. The other nice thing it does is it uses LLVM, so this is a compiler technology to inline function calls within the SQL pipeline as well. So it will take function calls and develop and push them into the core code. So you get very, very tight assembler style functionality, code that gets executed, very tight and very fast. The third thing it does is because it doesn't use MapReduce, it doesn't also get the benefit of not having to spin up a lot of JVMs. It also means that it's more optimized to do SQL as opposed to Hive. Because although from a functional point of view, Hive works fine, MapReduce is not really a SQL engine. It's not how you go about designing a massively distributed SQL engine, really. And in particular, when you're doing joins, if you're doing joins across, say, 6 or 7 tables and you use different columns for each of those 6 or 7 tables, the way Hive works is that will typically mean more like 6 or 7 MapReduce jobs which get submitted and executed serially. Impala, on the other hand, can do all that up front very, very quickly. So Impala is extremely interesting, and it's especially interesting for these guys. So if you're connecting a reporting tool or want to connect into your infrastructure, it really means that your users can get executed very, very quickly, and your users don't have to wait tens of seconds to minutes for their result to come back, and they can iterate very, very fast. So there are other subscriptions as well, so these are more minor products which sit on top of the platform. Navigator is one. This gives you audit capability, quite good in highly regulated environments, so where you need to prove who's accessing your data and perhaps who's not. Hadoop can be a bit of a black box otherwise, and Navigator gives you that capability. So I have a number of case studies here, and we can provide these for you in slides as well, so you'll be able to refer to them, because I won't have enough time here to really do them justice, so I apologise. You're going to see quite a few slides pretty quickly here. But these are case studies which, like I said in the beginning, come from both the US and then also some of which are in Europe. Some of them are named accounts, so we can actually publicly say who they are. Some of them are anonymous. As I'm sure the room can appreciate, financial services and other industries, it's often very sensitive to discuss use cases and the way they're using the technology. But wherever possible, we've named the account. So the first one is anonymous, but it's a very large multinational bank. It's in the US. They were spending tens of millions on data warehousing technology, and in fact it was Teradata among others, and we're seeing very, very slow results in terms of getting data into Teradata and then using that data in sort of reports and stuff and writing. Things were taking a very, very long time. So here they introduced Cloudera. They were able to offload some of their data processing off the database, off the data warehouse, and actually do some of that ETL rather than ELT within the data warehouse, actually do that within the Hadoop platform, which is massively parallel, and really break down this process here, which was, some of their ETL was taking up to 7 days to actually apply a star schema. So parallelizing the problem with Hadoop really allowed them to shorten that period and push their data into the data warehouse, where they don't have to change their report writing, for instance. Another use case, and this was in financial services as well, this was a risk department within an investment bank. They were looking at the risk. In fact, this wasn't an investment bank, this is a consumer financial services organisation. They had a vast amount of transactions coming in, 2 billion transactions per month, and they wanted to revise their risk profiles on these transactions. Yeah? So understand exactly what's going on and where they stand. And they were having challenges here in actually doing this at scale and with a large enough window where they could apply their risk models. So in the past, they were only able to access a small window, and our technology allowed them to look at every
incident of fraud for the last 5 years for each person. So this was a much greater window than their previous technology has been able to achieve. And it means that they're able to detect more sophisticated fraud patterns because their windows were much, much larger. So they could point to a key business benefit. A semiconductor organization. So here the goal was to try and detect and take preventative action for when chips are likely to fail. So they had a vast amount of data. In fact, 10 years of data is approximately about 10 petabytes. So an enormous amount of data. No other technology can deal with that. They don't have 10 petabytes stored in today, but this is their plan. And at the moment, well, today, they were only able to store 9 months worth of data in Oracle, and it was just very expensive and prohibitive. So they've now deployed a Hadoop and a Cloudera solution to, the goal is to eventually store up to 10 years worth of data. But they're currently at the 53 node level, and they're already getting a much, much larger window than Oracle and improved performance. BlackBerry, so this is in the US, so BlackBerry services, obviously BlackBerry has some core services. Every time your BlackBerry interacts with the network, that creates a lot of logging. It's an enormous amount, in fact. So 50 to 60 terabytes compressed, uncompressed about half a petabyte. Enormous amount of data coming in. Again, they had relational systems in place, but they were extremely expensive and forcing them to use sampling techniques. So actually only look at about 1% of the data, which is problematic. The Cloudera solution, on the other hand, allows them to do away with this sampling, so you're looking at the real data and not a subset of, and it's scaled to these sorts of sizes in an economical way. Yeah. So I think I could have one more in here. This is a drug organization. Actually, I'll just confirm that. Oh no, so, sorry, this is another mobile, so this is a telco, so it's a mobile manufacturer. So here they had, again, an Oracle data warehouse. It was getting too expensive and difficult to maintain. They were getting a lot of unstructured data through, so a very expensive ETL process to turn that unstructured or semi-structured data push it into their data warehouse. So again, they've deployed Cloudera Enterprise, real-time delivery in this case, and they're now able to execute their analytics across 25 years worth of data. So this is really, really interesting. This larger data window that they can look at means that they get a lot more insight into their customer base. So I've rushed very, very fast through those final slides there, and I apologise. I started to speak very fast as well. I hope my Australian accent did not inhibit you understanding what I was saying there. But yeah, I hope that was useful. Merci. No problem. Merci. Est-ce que vous avez, alors il nous reste quelques minutes, pas beaucoup, si vous avez des questions pour Graham. Oui. My question would be, you were speaking, your colleagues have been speaking about the future of Cloudera. Yes. On a few news about the way that Cloudera plans to expand the usage case of Hadoop. Can you tell us a bit about that? Yes, absolutely. So the question is how is Cloudera going to expand, and where's the future of Hadoop going? Yeah. And it sounds like actually that Remy and Julien were discussing that earlier, so that's good. So from Cloudera's perspective, a lot of that future was wrapped up in things like Impala, for instance. Impala's been a huge development for us internally over the last 2 years, and is just going to be released now. And it really is game-changing in the sense that a lot of the BI tools you can connect to now are going to really work for the first time. With Hive, it was just not very good. So that's a really important development and one of the key aspects. But Cloudera is not sitting on our laurels. That's not the only thing we're doing, and that's what's being released now. But next year, well, in fact, later this year, we've got a major product that's going to be released as well. I can't discuss it because it would require an NDA. But this is another sort of product which is going to really address a specific use case and stuff on top of Hadoop. So it's not a refinement of Hadoop itself, it sits on top. Yeah. There are other products that we're working on as well to improve not the functionality of the platform, but improve the enterprise consumability. So this is like backup and disaster recovery, for instance. We've got a product we've just released on that. We've also got Navigator. I was very, very quick on that, but
that's highly pertinent and gives you audit capabilities and stuff. So Cloudera is working very hard to build enterprise-grade features and new capabilities on top of Hadoop, and not just focus on making MapReduce a bit faster, for instance. That's not Cloudera's focus. We want to provide a platform that gives you a lot of different things and make it easier for you to use it in production in your larger organizations. So that's where our focus is. If that answers your question. On prend une dernière question et puis on conclura. You talked about processing unstructured data. Yes. Are there any special tools for doing this, or do Cloudera own these kind of tools, or who are developing this? Sure. Thank you. So the question was around unstructured data and what tools does Cloudera provide to help you out there. What I will say is Hadoop in general is growing up processing unstructured data. That was its heritage, if you like. And by here what we mean is we don't mean data with no structure at all. We mean there's a structure, but you apply that structure on read rather than initially on write. And we typically mean not relational structure, so it's still denormalized flat file sort of situation. So Hadoop itself is very good at processing those kinds of files. These would be CSVs, or these would be XML, for instance, or JSON. Typically works nicely with line-by-line records, so XML and JSON less so. CSVs are very nice because you can split the files up easier on an individual line. But the tools within the platform are highly tuned to be able to deal with these kinds of files because that was Hadoop's heritage and Cloudera's heritage. So there's no specific like tool I can point to, like a capability of the platform. It's just inherent as part of the platform anyway. And what I would say as well is that both Cloudera and also our partners and stuff as well, this is the kind of data and stuff that is typically used with Hadoop, and we're all very skilled at making that work most efficiently and dealing with compression and whatnot, and making that environment work very well. It's a very common scenario for Hadoop. So the tools are there, but there's actually, I like to actually keep it simple. The KISS process, it's kind of just part of the product. It doesn't have to be a really sophisticated means to do that. It's just there and it works well. Okay. Juste pour compléter ce point, notamment sur le traitement du langage naturel. Chez Octo, en fait, on utilise des librairies extérieures pour compléter en fait Hadoop, et on essaie d'utiliser des librairies qui sont les plus en avance, et notamment celles qui sont développées par l'INRIA. Donc on utilise beaucoup NLTK, donc qui est en environnement Python, au travers d'Hadoop Streaming, pour pouvoir faire du traitement du langage français, de l'anglais, de l'allemand, de l'italien, du portugais, pour le Brésil. Voilà. On travaille plutôt sur les langues européennes avec cette librairie-là. Et sur les traitements de computing mathématique, on utilise d'autres librairies aussi. On utilise Maout, mais on utilise aussi d'autres librairies. Donc l'écosystème, en fait, n'est pas un écosystème fermé, c'est bien un écosystème ouvert. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir capter en fait ce qui se fait dans les universités, dans les laboratoires, pour pouvoir le développer. Je vais conclure ce petit déjeuner. Je vous remercie vraiment à tous d'être venus ce matin, un lundi matin. En fait, le sujet Hadoop et Big Data est un sujet qui est particulièrement riche et à la fois complexe. En fait, les opportunités, les ambitions peuvent être extrêmement importantes. Si j'ai un message à essayer de vous faire passer au-delà des différents aspects de tuning, d'ambition de la roadmap, etc., c'est soigner en fait votre design d'architecture et l'approche et les designs d'architecture, et focaliser finalement l'obtention de premiers résultats pour réussir à convaincre en partant sur une direction et pas en essayant d'adresser 50 000 directions en même temps et toutes les classes d'architecture. Voilà. Je vous remercie et puis je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez encore quelques questions, et n'oubliez pas en sortant, il y a une petite fiche d'évaluation qui permet d'exprimer votre avis sur ces petits déjeuners, et on sera un plaisir d'essayer de monter le journal. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée.